Eh, le son, il est bon. Maintenant, tu fermes ta gueule et tu me T'es- poses tes questions. T'es trop sur le côté, mec. Viens un peu comme Putain, ça. Et en plus, il va me tourner. C'est quoi en fait? C'est qu'on s'embrouille. Ah, machallah. Mashallah. Distorsion du temps, c'est parti. Interstellar. Zou. Mon cher ami, mon cher frérot, merci de passer ce petit temps au bord de la cheminée avec moi. Bienvenue à la maison, le frère. Merci de m'accueillir. Ça fait 3 jours que je suis là. J'ai l'impression que je suis déjà vietnamien, frérot. J'ai l'impression que je sais faire du riz mieux que toi. Ça y est, Véridique. c'est parfait. Il a pris possession des lieux, les gars. J'ai pris ce qu'on appelle, on vous mettra une petite photo. Tu mettras la photo là. Voilà ce qu'on appelle être à l'aise. Quand on vous dit être à l'aise, c'est exactement ça. Vous savez, il y a des potes vraiment, vous leur dites faites comme chez vous. Ils hésitent, ils sont pas. Voilà. Et puis t'en as, faites comme chez vous, ils ont déjà les pieds sur la table, ils sont en train de se faire à manger avant toi et tout. C'est nickel. Et moi, j'aime ces potes-là. Et Ismail en fait partie. Welcome home, bro. Mon ami, mon frérot, mon frère. De quoi on parle, frère? Allons-y. Pourquoi tu m'as fait Allons-y. m'asseoir là? Si tu es là avec moi aujourd'hui, c'est parce on a vécu une année qui était rocambolesque, si je puis dire, une année qui était particulière. Et je pense que c'est un bon moment pour nous de clôturer cette année tous les deux en conscience, en échangeant sur les prises de conscience peut-être qu'on a eues, qu'on a déjà partagées, mais qu'on peut partager dans cet espace-là. Comment tu la définirais, ton année? Ah putain, ça commence à straight. Straight. Sur ces petits. Là, moi j'ai une POV où vraiment c'est limite mystique avec le feu là qui définit la moitié de ton visage, l'autre dans l'ombre, l'autre dans le feu. Tu sens mon aura? Et tu vois, c'est vraiment. Franchement, cette année c'est un peu comme ça. J'ai vraiment expérimenté la dualité de la lumière Et l'ombre. et l'ombre. Et c'est très drôle parce que vraiment en face de moi, je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais il y a toute une partie de toi qui est sous la lumière du feu et qui vibre et qui est vraiment full lumière. Et de l'autre côté, bah, du coup, elle est forcément plus sombre. Et vraiment, c'est ce par quoi je suis personnellement passé cette année. Donc je dirais que perso, c'était une fin de cycle. Et j'aime pas trop initialement les bails de numérologie, ouais, de le concept symbole. d'étiquetage de la complexité de l'être humain. Parce que je trouve qu'on est trop complexe en tant qu'être humain pour être enfermé dans des concepts qui nous limitent. Que ce soit astrologique, que ce soit numérologique, que ce soit peu importe, en mode toi tu es comme ci ou comme ça, et tu es comme tel autre type de personne. Mais c'est vrai que quand on dézoome, il y a des patterns qui, des fois, tu les observes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se positionnent de la même manière, qui agissent de la même manière, et ça fait un peu des catégories de gens qui sont plus ou moins similaires. Et cette année, c'est vrai que j'ai un peu été surpris de cette notion de la numérologie, elle dit que c'est une année 9 et que c'est la fin de quelque chose, et que 2026 c'est une année 1 et qu'on recommence sur un nouveau cycle. Parce que je le sens vraiment comme ça. Donc perso, c'était beaucoup d'apprentissage, beaucoup de chaos, qui a un peu été comme une boule de neige tout shaké. Ouais. Et qui enfin, sur fin 2025, s'est posé et a laissé toute la neige tomber, comme cette métaphore zen qui dit que, tu sais, quand t'as un lac et que les eaux elles ont été secouées dans le lac, bah justement c'est le bordel, c'est le brouillard, tu vois rien, qu'il faut prendre du temps pour laisser redescendre. Le tout. Il y a un mot pour ça, j'ai oublié, mais laisser le tout simplement redescendre. Et là seulement la clarté elle revient. Donc perso 2025 ça m'a pris, ça m'a checké, ça m'a posé. Et là enfin j'ai une nouvelle clarté, j'ai l'impression d'avoir été baptisé énergétiquement, symboliquement, tu vois, vraiment d'avoir des nouveaux yeux en fait. À replonger et ok, je vois plus rien de la même manière, je perçois plus rien comme avant, tous mes sens ils sont nouveaux en fait, j'ai l'impression. Voilà pour moi. Et toi? Et pour le moi. Frère. Et pour moi. Moi, le frère, c'était intense. Et c'est marrant de se retrouver au coin du feu pour en parler comme ça, oui. parce que c'était intense et je sais à quel point ça va sous plusieurs couches pour toi et à quel point ça va sous plusieurs couches pour moi. Et on ne peut pas tout vous dire. En partie, 95% a déjà été dit, de toute façon, je pense. Les 5% restent mystiques. Moi, pour moi, c'était une année de déconstruction pour préparer la reconstruction. Ouais. Il y a vraiment, c'est pas comme si
Parce que moi, c'est comme toi, la numérologie, les chiffres, c'est un peu radical. On se dit, on arrive, c'est net, tranchant, et pouf, t'es une nouvelle personne en 3 jours, tu sais. Alors qu'en fait, le corps humain, on est des êtres vivants, même s'il y a un changement identitaire qui peut se faire de manière nette, en fait, ça va prendre du temps. Les cellules, elles doivent quand même s'adapter, on doit changer nos habitudes. Donc en fait, la déconstruction s'est faite en un certain temps. On a encaissé, ouf, la boule de neige, à bout d'un moment, elle a redescendu. Et là, maintenant, j'ai l'impression que c'est une phase de reconstruction. Mais la reconstruction, elle ne va pas se faire en 2 semaines. La reconstruction, elle va se faire étalée sur le temps, jour après jour. Et ça, c'est pas sexy. Ça, c'est pas très sexy, mais c'est hyper profond. Comment tu te sens là maintenant? Est-ce que la direction... Alors déjà là, maintenant, là, dans la pièce, ok, mais genre, tu pars demain, tu vas à Paname, t'as d'autres projets qui arrivent. Là, avec tout ce que tu as vécu, est-ce que tu vas recommencer en étant la même personne sur ces 9 dernières années, ou tu vas reprendre tes projets que tu tiens à cœur, mais les faire d'une autre manière? C'est impossible d'être la même personne, mais je pense que c'est même pas que pour moi. C'est n'importe qui écoute ça, il sait que ce n'est pas la même personne que ne serait-ce que l'année dernière. Tu vois. Ouais. Et en vrai, ce n'est même pas la même personne que hier. Tu vois. Et c'est pas philosophique, c'est réel. On évolue tout le temps. Nos cellules, chaque seconde, elles meurent et elles renaissent. Et à mon sens, en fonction aussi de l'intensité de ce que tu vis en termes d'expérience et d'intensité émotionnelle, bah ça va plus ou moins vite. Et surtout, nous, on voyage, tu les vois, les potes qui bougent pas, que toi, tu pars pendant 1 an ou 2, tu es là, tu as fait plein de pays, tu as rencontré plein de gens, tu as appris plein de trucs, tu reviens. Et tu sais, il y a un peu un gap de waouh, toi, tu as bougé physiquement, mais tu as aussi bougé fort à l'intérieur. Et tu vois ceux qui ont un peu une vie plus classique de métro, boulot, dodo, tout est rangé. Bon, toi, peut-être que tu captes un peu moins, du coup, cette notion de effectivement, t'es pas le même qu'hier. T'as quelqu'un en tête, par exemple, où ça te fait cette sensation-là d'être revenu et d'avoir l'impression que ça n'a pas bougé pour certains potes? J'en ai de moins en moins, parce que mon entourage, j'ai l'impression que du moins tous les gens qui gravitent, que j'autorise à graviter autour de moi, parce que mon cercle il est très fermé en fait. J'aime tout le monde, mais pour être proche de moi et juste que j'accorde mon temps et mon énergie et ma présence et tout ce que j'ai à offrir, c'est trop précieux, tu vois. Donc mon cercle de potes, il est très limité, même si j'aime beaucoup de gens. Donc en fait, tous les gens qui sont dans ce cercle, j'ai l'impression qu'ils sont tous sur un chemin plus ou moins de travail sur eux-mêmes et de bonté au sens large du terme, tu vois, de s'améliorer tous les jours, de progresser, de chercher à s'améliorer. Et je crois pas que j'ai des potes qui... Là, comme ça, tu vois, je fais un petit tour. Ils ont tous process certaines choses, Tout le monde avance, tu vois. Et justement, on peut plus être pote, entre guillemets, si t'es là et que juste tu restes dans une case, que ta vie elle te convient et que t'es pas émerveillé parce que la beauté de la chance qu'on a d'être là et que t'es pas en process pour avancer sur plein de choses dans toi, enfin ça résonne plus et j'ai l'impression que la vie elle fait bien les choses et que elle trie, elle éloigne, tu vois. C'est marrant parce que moi, mine de rien, je me retrouve là, mais en fait, on n'a pas eu non plus 1 an et demi de papotage avant de s'asseoir au coin du feu, quoi. Bah... La manière dont ça a été fait est quand même assez lunaire. Hein, Là, on est en mode best buddy, on fait de la danse, on fait des podcasts et compagnie, mais non, après, on a eu de belles discussions en off et c'est vrai qu'il y a d'autres choses plus profondes, je pense, c'est certain. Mais c'est vrai que même moi, mon cercle proche, il est aussi fermé. Ouais. Et je m'ouvre à des gens que quand je sens que ça connecte. Et c'est pas avec tout le monde où je dis gros, je passe par là, j'ai grave envie de te voir, est-ce que t'es chaud? Et le frérot, il m'a dit bah viens. J'ai dit bon, ok. Here we are. Je l'ai déjà dit pas mal de fois cette phrase en podcast, mais vraiment, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo aussi. Et c'est, je pense, la phrase qui résume le plus mon année et mon positionnement par rapport aux gens qui m'entourent. Ouais. C'est on ne peut rencontrer les gens qu'à la profondeur de laquelle ils se sont déjà rencontrés eux-mêmes. Et quand tu captes ça, bah c'est là où tu te rends compte que, ah ouais, en fait, il y a peu de gens avec qui on peut échanger à un vrai niveau de profondeur. Déjà parce qu'il y a peu de gens qui travaillent réellement sur eux.
Et pas je vais au yoga le matin et je lis 2-3 livres de développement perso. C'est pas ça, travailler sur soi. C'est quoi travailler pour soi, sur soi? Justement, Tu y j'en viens? viens avec. Ça déroule dans ma tête. Ouais. Tout de suite en disant ça, j'ai eu le son Sit Around the Fire de Ram Dass, Ouais. qui fait partie de l'album Music for Psychedelic Therapy. Petite parenthèse, mais c'est juste un album qui a été conçu pour accompagner sur des voyages psychédéliques. Et ce son, c'est le dernier, donc c'est celui qui te ramène, celui où tu commences ton intégration. Tu m'avais fait écouter. Et dans ce son, Ram Dass, il dit beaucoup de choses, mais alors c'est quoi la phrase précise? Il dit « The real work you have to do is in the privacy of your own heart ». Et juste avant, il dit « All the external forms are lovely, but the real work you have to do is in the privacy of your own heart ». Donc c'est vraiment en mode c'est mignon tout ce qu'on fait qui paraît être du travail sur soi. Je suis là, comme dit, je vais au yoga le matin, je lis 2-3 livres et tout, mais c'est pas ça le vrai travail. Ça, c'est ce que Ram Dass considère être les formes extérieures de all the external forms of, on va dire, self-development. Elles sont mignonnes, elles sont lovely, c'est cool. Mais le vrai travail, the real work is your inner connection. Et c'est la phrase qu'il dit juste après. Et à mon sens, il est là le vrai travail. Il est dans l'intimité de ton propre cœur, dans quelle mesure tu fais vraiment le travail, dans quelle mesure tu t'autorises à vraiment ressentir ce qu'il y a là, à ressentir quand tu es avec quelqu'un et que c'est dissonant, quand tu te sens bien, quand tu te sens pas bien, quand il y a quelque chose que tu as envie d'exprimer, que peut-être tu refoules, peut-être tu as peur, peut-être il y a de la pudeur, papa je t'aime, Dur. Tout ça, le vrai travail il est là. Il est de, est-ce que tu es capable d'être, à mon sens, fully yourself, d'être 100% toi-même dans n'importe quelle situation? Ou est-ce qu'il y a des moments où tu n'oseras pas t'exprimer? Est-ce qu'il y a des moments où il y a des émotions qui vont prendre le dessus et qui vont faire qu'au final c'est même pas toi qui va t'exprimer, mais c'est un moment colérique qui va prendre le dessus et tu voulais pas dire ça mais tu l'as quand même dit. Et à mon sens, le vrai travail il est là et ça rejoint 100% ce que Ram Dass dit dans ce son-là. Donc le vrai travail, pour résumer, c'est plus sur un plan peut-être plus jungien, tu vois, de philosophie de Carl Gustav Jung, c'est plus de comprendre qu'on est un être whole, entier, global, et qu'on a autant d'ombre que de lumière, autant de conscient que d'inconscient, entre guillemets, on a plus même d'inconscient que de conscient, c'est le principe, mais de comprendre et d'accepter ça. Pour justement, Jung il parle d'être un être individué. Lui, toute sa psychologie elle est basée sur le processus d'individuation. Mais en gros, c'est juste faire le travail, dont par exemple prendre en compte ses ombres, pour comprendre qu'on n'est pas juste cette partie lumineuse, on n'est pas juste ça, on est un ensemble. Et donc ouais, d'une certaine manière, ils disent un peu tous la même chose. Et voilà, je ferme la parenthèse avec Jung sur ça, quoi. C'est quoi tes plus grandes parts d'ombre et tes plus grandes parts de lumière? Ça va dépendre de qu'est-ce qu'on définit comme étant l'ombre et la lumière, tu vois, parce que... Je réfléchis pas par définition, dis-moi ce qui te vient. T'es obligé de donner le contexte. Mais... Qu'est-ce qui rayonne en toi? Qu'est-ce que tu sais que les gens te disent qui rayonne en toi? Moi, je peux te donner des exemples. Je vois, mais ce que les gens me disent qui rayonne en moi, c'est pas forcément ce que moi je sais qui rayonne en moi. Et le problème de cette question, c'est que ce que les gens vont percevoir comme étant mes ombres, ce sera jamais mes vraies ombres. Ce sera forcément la perception que toi tu as de mon ombre, mais qui est déjà influencée par tes propres ombres à toi. Aussi, ouais. Donc, et le principe de l'ombre, c'est que, entre guillemets, j'en ai pas conscience tant que j'y suis aussi pas allé. Tu vois. Genre, donc quelle est la part de conscience que tu as sur tes ombres? De quoi, qu'est-ce qui vient? C'est plus concret déjà. Il y a pas mal de choses. Je sais pas si je vais open up sur mes ombres là tout de suite, publiquement, parce que je suis comme n'importe quel être humain. Lumière alors. Process et tout. Lumière. Non mais c'est très intéressant. J'ai jamais trop focus sur ça. Et j'aime bien quand j'ai pas la réponse tout de suite. J'en ai quelques-unes qui me viennent en tête, mais j'ai pas forcément envie de les partager parce que c'est un peu... surtout en tant que personne publique, tu sais, c'est tes biggest flow, tu vois. Les seuls moments où je les ai vraiment...
open et j'ai été OK d'en parler, c'était dans des espaces qui étaient faits pour. Et c'est tellement, à mon sens, le truc le plus intime que tu as de toi. Tu sais, c'est vraiment ouvrir the wound, ouvrir la plaie et dire coucou. Ça, c'est tout ce que je cache sous le tapis, c'est tout ce qui me fait mal, c'est tout ce qui est dur pour moi. Et publiquement, c'est un peu complexe, tu vois. C'est toi qui jauges, parce que c'est vrai que tu as la volonté d'être très authentique, mais c'est toi qui jauges ton degré d'authenticité. Mais en tout cas, je sais. Je sais que j'ai une grosse part sur laquelle j'essaye de travailler sur moi, que je considère comme étant peut-être ma plus grosse ombre. Et personnellement, j'en ai conscience. Je ne la dirai pas publiquement, mais tous les jours, j'essaye de bosser dessus. C'est vraiment pas facile. Et je pense sincèrement que jusqu'à la fin de ma vie, je serai en process avec. Et c'est un fight quotidien, entre guillemets. Peut-être tu pourrais venir sur une que tu as déjà partagée et qui est, avec laquelle tu as réussi à allier une nouvelle relationship. Qui a été transcendée. Qui a été transformée. Ouais. Dans ce cas-là, c'est plus simple. Et effectivement, je pense, là tout de suite, ça me dit oui. Tu vois, genre, je suis en mode oui, ça c'est OK. Alors que en mode ta plus grosse ombre, je suis là en mode je peux pas la partager parce que je suis encore en train de bosser. J'ai senti, mais c'est parce qu'elle n'est pas encore claire aussi. Et elle est claire pour moi, mais je sais que je peux pas la partager. Ouais, c'est trop tôt. Parce que justement, je suis trop en process sur ça. Mais une que j'ai transcendée, par exemple, c'était que j'étais extrêmement impulsif, extrêmement bagarreur pendant toute ma construction. Et elle sort de temps en temps, cette part de moi, mais qui n'est pas forcément... ombre, ça ne veut pas forcément dire mal, néfaste, négatif, tu vois, c'est juste une part. On essaie d'éviter de la laisser prendre le contrôle en permanence, mais c'est OK de la voir, de l'accepter, de comprendre qu'il y a cette part très impulsive, t'as un problème, on sent. Mais juste, faut pas qu'elle prenne le dessus sur à chaque désaccord, en famille, avec tes amis et tout. Et je sais que j'avais, surtout pendant mon adolescence, je pense que j'avais besoin de me prouver des trucs. Et j'avais un système de réaction-protection qui était extrêmement... Il n'y avait pas d'observation, ça faisait action-réaction. Tu m'en mettais une, je t'en mettais une. Ok, automatique. C'était automatique. Il n'y avait pas de... Jésus dit on te met une gifle, tends l'autre joue, ça n'existait pas. Ouais. Et du coup, ça m'a causé beaucoup de problèmes. Et plus j'ai travaillé sur moi, plus c'est devenu action, observation, réaction. Plutôt que action-réaction. Mais ça a commencé très très jeune. Et tu sais, quand t'es... moi, j'ai grandi du coup, je pense l'événement le plus marquant de ma construction, c'est d'avoir perdu ma mère quand j'étais gosse, quand j'avais 7 ans. Et du coup, naturellement, ça a créé un terrain très sensible sur tous les niques ta mère. Toutes les embrouilles liées à la daronne. Et quand t'es enfant, ado, toutes les insultes, elles tournent autour des mères. Tu vois. Donc en fait, dès que j'entendais un truc sur la daronne, j'étais obligé d'aller mettre des tartes et d'aller frapper tout de suite. Et c'était vraiment... genre, ça m'appelait, tu vois. Et du coup, j'ai observé ça jusqu'à un moment... Moi, je crois que je suis en seconde, je suis en première, même tout petit, je l'ai écrit dans ma BD, ça, j'ai ce dessin où je crois que je suis en CM1, CE2 ou CM1, CM1 je crois. Et c'était pour autre chose, mais un mec, il avait pris une de mes cartes Pokémon, et il l'avait mis au sol, face carte, il avait mis le pied dessus, un gamin, et il l'avait écrasé comme ça en face de moi. C'était un peu le bully du lycée, même pas du collège, de l'école élémentaire, tu vois. Ouais. Et moi, quand j'avais un an d'avance, en plus, j'étais le plus petit. Donc, je me faisais souvent bully, puisque forcément, un an d'écart, tu pèses 5, 6, 7, 8 kilos de moins. En plus, t'es viette. Donc en plus, voilà. Et en plus, j'étais un nouveau dans cette école, parce que j'ai fait que de déménager quand j'étais petit. Et là, ça faisait quelques années que mon père m'avait mis au kung-fu, parce que dès que j'ai perdu ma mère, je suis allé avec lui. Et donc, il m'a tout de suite mis en mode, tiens, en mode toute ta colère et tout ça, on va la mettre là, tu vas venir avec moi dans le dojo. Dans le dojo. Et en fait, je sais pas, c'est sorti tout seul, j'ai vu ce truc, c'est la première fois de ma vie que j'ai senti cette hargne, cette rage qui est partie des doigts de pied, et c'est monté dans mon corps comme un éclair, une électricité, un truc qui est monté, genre juste un boost d'hormonal, et j'ai ouvert mon pied gauche, je lui ai balancé un énorme high kick qui est rentré en pleine tête. Et le mec, il est tombé. Mais je devais avoir... c'est dangereux. Je devais avoir 8 ans. Ah ouais, 8 ans. Peut-être 10 ans, j'en sais rien.
Et c'était en plein milieu de l'école et tout. Et je sais pas, il y a eu un truc tellement satisfaisant. Un peu de super-héros, tu vois, en mode toi méchant, moi devoir te niquer. Vraiment mental super-héros, tu vois. Du coup, conseil de discipline et tout, on a changé d'école juste après. Et tout ça pour dire qu'à partir de là, j'ai capté que, ok, il y a un truc en moi qui est qui supporte pas 3 points que j'avais conscientisés, qui sont l'injustice, la méchanceté gratuite, ça c'était dans cette case, c'était la méchanceté. L'injustice, la méchanceté, et ce que j'appelle la débilité profonde. Le fait d'être vraiment bête. Mais ça, c'était à l'époque, parce que maintenant, je le perçois différemment. Tu vois. Un peu, encore une fois, sans parler forcément religion ou quoi, mais quand Jésus est sur la croix et qu'il dit Forgive them for they don't know what they're doing. Genre, pardonne leur manque de conscience, leur manque de connaissance par rapport aux gens qui sont en train de le crucifier, en mode ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça que je considère de débilité, c'est le manque de conscience. Donc maintenant que j'ai un peu plus évolué, ce point-là il me dérange moins parce que je me rends compte qu'ils font pas exprès d'être. Il y a des gens qui font pas exprès d'être pas conscients, ils font pas exprès d'être débiles, ils sont juste. C'est automatique. Ils sont nés comme ça, et il y a personne qui un jour leur a tendu la main et dit viens, on essaye de level up un peu ton niveau de pensée, et on essaye de réfléchir différemment. Donc voilà. Mais à l'époque, ces 3 trucs, ça me rendait fou. Et je pouvais pas rester dans une pièce avec quelqu'un qui comprenait pas. Tu sais, en mode. Tu sais, en mode. Viens, tu fais un truc. Viens, t'arrêtes de fumer, par exemple. Parce que, tu sais, c'est débile, genre. Tu te fais du mal, genre. Moi, ça faisait un truc très. Ça me répulsait, par exemple. Il y avait du coup cette méchanceté. Impossible de rester avec quelqu'un qui profondément était méchant. Qui voulait faire du mal aux autres. Qui insultait, qui rabaissait. Et ça me faisait tout de suite un truc à vous. Et qui manquait de respect aussi, ça faisait partie de ça. D'où là tous les niques ta mère et tout ça, ça fait partie de cette case-là. Et l'injustice de ouais ça va avec le manque de respect et tout, mais c'est toutes les situations où vraiment c'est pas juste ce qui se passe. Genre, tu sais, quand on est en école élémentaire, il y a toujours quand il y a un groupe qui se fait pour jouer au foot, il y a toujours les petits miskins à la fin qui se font pas choisir et qui se font pointer du doigt. Et en fonction de l'école, c'est plus ou moins rabaissant. Et moi, dès que je voyais ça, ça me faisait mal au cœur profondément. Et du coup, j'étais en mode, je peux plus être pote avec toi si toi, tu te moques de lui. Tu vois. Ok, donc il y avait déjà un gros positionnement intérieur assez jeune. Ouais. Et donc le mot-clé, c'est pas de l'irritabilité, c'est de l'impulsivité. Ouais. Et comment, au fur et à mesure, du coup, tu as appris à la naviguer et à la transcender, c'est le mot que tu as utilisé. Je me suis mangé mes phases de super-héros où c'était super, j'ai mis des coups de pied dans la tête et kick. Le méchant est tombé. Et puis je me suis mangé mes phases de super-héros où c'était super, j'ai fait le super-héros et j'ai même pas eu le temps de voir quelque chose, que je me prends déjà une droite venue d'un mec sur la gauche et puis il y a un autre gars en même temps qui vient là et puis je réalise qu'en fait le monde il est pas juste. Non. Et que ça c'était un jour, c'était un nouvel an, j'étais avec une de mes meufs et tout et bref, on était en soirée dans un appart privé. Je t'épargne toute l'histoire, c'est assez long, mais je l'ai encore en tête. J'ai chaque move de cette soirée imprimé dans ma tête. Et juste, en gros, il y a des gars qui sont rentrés, qu'on ne connaissait pas. Et moi, j'étais là en mode justicier, tout va bien, les gars. Et je suis en train d'essayer de résoudre le truc. Ma meuf, elle avait son téléphone dans la main, elle était pas bien. Elle reçoit un message, ça fait un flash sur son iPhone. Ouais. Et là, le mec, il pense qu'elle l'a pris en photo. Du coup, il pousse ma meuf. Tu vas, j'ai sale pute. Moi, je suis en mode doucement. Et là, je m'en prends une. Ah ouais. Et là, il y a 3 gars qui viennent sur moi. Et je suis là en mode, ok, bon bah. Et du coup, c'est parti en grosse bulle, mais j'étais solo contre ces 3 gars, tu vois. Et donc, bref, tout ça pour dire, ce qui m'a aussi bien calmé sur ça, c'est de capter que ça peut être un super pouvoir, mais ça peut aussi être un super un super inconvénient. Et pas forcément dans ce genre de situation. C'est très gros, très caricaturé. Quand tu te bats, justement, ça peut même être bien mais c'est un système de défense, en fait, d'être aussi impulsif. C'est un système de protection. Ouais. Mais dans ce cas-là, c'est presque... Heureusement que tu es impulsif pour pouvoir te protéger et te défendre. Mais par exemple, quand tu ramènes ça à la maison, dans le cadre où tu es censé être en sécurité, et que tu as ce système de réaction, de fight, dès que quelqu'un te contredit, là c'est plus complexe à naviguer. Et là c'est intérieur. Et tu vas jamais aller frapper ton daron.
moi du moins non. Ouais. Mais parce qu'il y a un truc qui va pas, Ouais. tu vas pas non plus avec tes cousins et tout. Et là, tu te rends compte que putain, ça peut être. C'est autre chose, tu vois. C'est même plus facile quand ça sort par un coup de pied. Pouf. Ah. Parce que là, quand on s'embrouille, enfin, quand tu me dis un truc que j'aime pas et tout de suite ça me fait réagir, il n'y a pas ce moment de release où j'ai gagné ou t'as gagné. Non. Mais Ça reste là en fait. Mais tu peux avoir ce même rapport avec, parce que là tu dis des choses extérieures, famille, amis, proches, enfin des choses où il y a une justification de ah tu m'as dit ça, je l'ai ressenti comme ça, je peux réagir. Mais il y a aussi le même processus qui peut se jouer à l'intérieur aussi, Ouais. avec le même mot-clé où je me suis dit ça et je réagis aussi de manière automatique et rentrer aussi dans ce qu'on appelle une forme d'auto-sabotage. Ouais. Est-ce que ça te parle? Non, ça me parle un peu moins. J'ai jamais trop eu ces auto-sabotages-là. Moi, c'est toujours en réaction par rapport à quelqu'un. Donc, Quelque chose d'extérieur. dans une majorité des cas, c'était tu me triggers. Ouais. Quand on dit trigger, c'est Ouais. quelque chose qui se passe, ça vient toucher mon Ouais. système. J'observe pas forcément parce que j'ai pas encore le recul. Ouais. Je réagis en Exact. pilote automatique et je peux blesser, je peux pas être content de moi. Et a posteriori, tu peux aussi t'en vouloir. Est-ce que ça rare a été les cas où je m'en suis voulu. Ouais, t'as pas généré de la culpabilité post. Ok, donc la Mood. conscience de ce qui s'est passé. N'était pas- Mood super-héros de ces 3 points. Si toi être injuste, si toi être méchant et manquer de respect, et si toi être débile, ben toi Justifié. devoir mourir en fait, entre guillemets, tu vois, Ouais. justifié. Justifié. Vraiment aucune pitié. Et putain là je viens d'avoir un flash qui pop. J'ai 14 ans, je suis Ouais. avec ma première copine. Ouais. On est à la patinoire Charlemagne à Lyon. Long story short, embrouille, je sais plus ce qui se passe, je suis tout jeune, c'est la première fois que je vais à la patinoire, donc je ne sais pas patiner. Et il y a un groupe j'appelle ça de rats, moi, c'est des racailles, qui étaient là, qui patinaient autour de moi, qui s'amusaient à mettre des coups d'épaule et tout, parce qu'ils étaient chauds. Et j'étais là en mode, vas-y, c'est chiant, tu vois, c'était le bout. Encore une fois, j'avais 14 ans, j'étais un gamin. Et sauf que j'étais avec ma première meuf, et pareil, ma première meuf, elle s'appelait Amel, c'était une Algérienne, donc avec un sang vraiment rebeu, tu connais, en mode oh les gars, cassez-lui pas les couilles, tu vois. Elle était plus âgée que moi, elle avait 16 ans. Et du coup, elle est venue me défendre parce que moi j'étais sur la patinoire, j'arrivais pas à patiner en fait. Je pouvais même pas être debout en mode je vais te niquer. T'arrivais pas à patiner, ouais. Non. Et là, j'ai senti ce truc a commencé à monter, a commencé à me rendre fou. Et en plus de voir ma meuf à ce moment-là venir me défendre, ça m'a fait un truc trop bizarre. Moi, attends, mais je suis qui moi? Tu sais, en mode je suis à genoux sur une patinoire. Ça bouillonne. Et du coup, je sors comme ça, en mode méga vénère, mais à genoux. Donc, l'action est drôle. À genoux? Ouais, parce que je peux pas, j'arrive pas à marcher. C'est ma première fois à la patinoire. Et du coup, je sors de la patinoire sur les bords. Tu sais, une patinoire, c'est rond, enfin c'est ovale, et autour, il y a T'as la bordure des gradins. de sécu. Tu sais, où tu peux sortir et te tenir. Du coup, je sors et je me tiens. Et là, le premier mec qui m'a poussé, c'était un peu le big boss of the gang, tu vois, je sais pas, 4-5, qui était très grand, je me rappelle, parce que je le regardais comme ça à ce moment-là. Et lui, pareil, il va avoir au moins 16-17 ans. Et il sort aussi. Donc en fait, on se retrouve tous les deux dans des gradins, mais c'est pas large, parce qu'il y a genre ça d'espace. Donc on peut juste être à 1-1, ils peuvent pas venir à 2, tu vois, encore plus avec les patins et les grosses vestes, les doudounes. Donc on prend tous les deux tout le gradin. Et là, moi, j'ai eu peur. Mais j'ai pas eu peur de lui, j'ai eu vraiment peur de moi à ce moment-là, parce que je sentais tout ce qui s'abouillonnait, et j'étais là en mode, ouah, surtout t'approches pas de moi, genre s'il te plaît t'approches pas de moi, mais pas pour moi, pour toi. Et le gars il est arrivé, et il a pas réfléchi, il m'a attrapé par le callback, comme il m'a levé, et là bro, le même feeling, c'est reparti par le doigt de pied, c'est remonté, et je pense là, à ce moment-là, tous mes potes qui étaient à côté, ils m'ont dit, t'es transformé, apparemment en mode Super Saiyan. Moi j'ai plus de souvenirs de... En fait j'ai un souvenir méga précis de tout ce qui s'est passé, mais j'ai plus de souvenirs de... On aurait dit presque que c'était pas moi qui contrôlais mon corps. Genre on aurait dit que j'observais un truc qui se passait et j'étais plus maître de ce qui se passait. Mais je peux te refaire la choré de combat exacte qui s'est passé. Il m'a levé, j'avais plus les pieds au sol, et à partir de là il s'est passé une roulette automatique de mon bras droit. Donc en fait comme il avait ses deux mains sur moi, et en fait, je pense qu'il a mangé peut-être, je sais pas, une dizaine de crochets d'un coup, alors que j'avais plus mes pieds au sol. Donc au bout d'un moment, il m'a lâché. Et pour te dire, le lendemain,
j'ai eu des courbatures au pec droit, Ouais, tellement que j'étais à une rep max sur chaque crochet. C'est là où je réalisais le lendemain, je disais, ah ouais, je sais pas ce qui s'est passé, mais mon corps il le sait, ça devait être très fort. Ok, je fais une petite pause juste ici, je coupe le narratif de Tristan, parce qu'on s'est rendu compte que par respect pour les personnes qui étaient impliquées dans cette petite bagarre, on ne pouvait pas non plus développer tous les détails de ce qui s'est passé, et notamment, voilà, il y a certains passages qu'on ne pouvait pas laisser à la vidéo, donc je vais profiter de ce moment-là pour revenir un petit peu sur ce que voulait nous dire Tristan, ce qu'on devrait en retenir, avant de passer dans la prochaine section de ce podcast. En fait, en écoutant à nouveau l'histoire que Tristan m'a partagée, je me rends compte que la personne qu'il était quand il était dans son adolescence, dans cette tranche d'âge, elle avait pas du tout le même rapport qu'elle a aujourd'hui à ses émotions, et notamment à cette émotion d'impulsivité et de colère qui lui traversait tout le corps. Et pour lui, il y avait une certaine morale qu'il appliquait, qu'il avait décidé d'appliquer dans sa vie, qui était que à partir du moment où quelqu'un fait quelque chose de moralement méchant, en fait, il mérite sa punition. Il mérite totalement la sanction, qu'elle soit, du coup, dans cet univers-là, c'était plutôt physique au travers de bagarres. Et en fait, ce qu'il a réalisé, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller aussi loin, et peut-être que c'était une invitation pour lui à aussi mieux comprendre cette énergie, et c'est ce qu'il vous expliquera dans la partie suivante du podcast, pour la canaliser sur d'autres projets. Voilà, c'était la petite parenthèse, je vous laisse maintenant avec la suite du podcast. Et ça m'avait fait un truc de le voir autant mal. Et sur le moment, j'étais là en mode, ah, ça fait du bien et il faut. Et quand je l'ai vu, ça m'a calmé, je me suis dit, c'est pas ouf. Donc voilà, tout ça pour te donner un argument. C'est vraiment très grosse dualité de, ok, à ce moment-là, ça fait du bien de, entre guillemets, on va dire faire du mal à du mal. Et en fait, après, retour en état de conscience plus normal, plus cette colère, plus cette impulsivité. Ah ouais, en fait, il y a un mec, ça aurait pu être mon copain. Là, il est balafré, il a des bosses de partout, il pisse du sang de partout, j'ai du sang partout sur mon jean. Je suis pas comme ça, moi. Mm. Ça me... Mm. Ah. Donc, T'as continué d'être aussi impulsif par les années qui ont suivi, ou est-ce que c'est un événement qui t'a quand même un petit peu du coup fait ralentir, ou est-ce que peut-être cet événement t'a amené à un peu plus observer l'entre-deux? je pense que ça a continué encore fin de l'adolescence, genre 15, 16, 17. Et à partir de là, j'ai eu les premières fois où ça s'est retourné. Et j'ai eu les premières fois où il y a eu des embrouilles avec plusieurs gars et des trucs justement pas justes, tu vois. Alors tu te retrouves à 3 contre 1 et à partir de là, ça m'a aussi bien remis à ma place en mode I am not Batman. Alors, we are not Batman. On peut pas, on peut se défendre et tout, mais on peut pas tenter de toujours tout raisonner, de toujours tout, d'être on va dire le justicier, tu vois. Ouais. Et donc il faut lâcher ça. Ouais. Et, et je pense qu'à partir du moment où j'ai pris mes premières vraies raclées, Ouais. j'en ai 2 en tête, mon positionnement il a un peu switch sur ça. C'est quoi l'émotion dominante selon toi que tu as pu... c'est un mélange, hein, mais moi quand j'entends l'histoire, je ressens l'injustice, elle est souvent liée à la colère. Ouais. Et la colère, elle est incroyable Ouais. comme émotion, comme énergie, mais elle est autant très destructrice. Mhm. Autant sur la personne qui va la oui. recevoir et la personne qui la ressent. Mhm. À quel moment, du coup, parce qu'en fait, on est sur cette idée de cette émotion, c'est un pouvoir pour toi. Mhm. À quel moment elle a commencé à prendre une place différente, plutôt de création, parce qu'on passe de destruction à création? Très intéressant cette question. Quand est-ce que la colère a pu se transformer en quelque chose d'utile? Je pense, tu vois, quand j'ai eu ces prises de conscience-là, du fait que c'est pas forcément pas nécessaire, parce que comme dit, en cas de self-défense, tu dois avoir cette capacité. Et petite parenthèse avec cette phrase que j'aime beaucoup qui dit que tu ne peux pas être pacifique si tu ne sais pas tuer. Si tu choisis d'être pacifique parce que tu ne sais pas tuer, en fait, tu es juste faible. Alors que si tu sais tuer et que tu choisis d'être pacifique, dans ce cas-là, tu es vraiment pacifique. Le gardien, le samouraï dans un champ de... Ouais. La Vaut même, mieux être un la samouraï même idée. dans un champ de fleurs qu'un fleuriste dans un champ de bataille. Et c'est vraiment... voilà, moi, c'était une petite parenthèse sur cette phrase qui résonne avec ce que tu viens de dire. Mais comme dit, je pense que je me suis pris mes premières raclées. J'ai capté qu'on ne pouvait pas protéger tout le monde, sauver tout le monde,
et que le monde n'était pas juste. Et de fil en aiguille, j'ai juste été focus. Ah oui, et puis au tout début, quand j'étais jeune, je voulais être combattant UFC pro. Quand j'avais 15 ans, c'était le but de ma vie. Tu vois. Et puis le daron, il m'a dit non, tu ne feras pas ça. Du coup, j'ai dit ok, chiant. Bon, bah, toute cette énergie que je mettais dans les sacs de frappe et les PAO et les combats, bah, où est-ce que ça va aller? Et à partir de là, je me suis mis plus en mode ok, ça m'intéresse de savoir faire du muscle, de savoir prendre soin de la machine. J'ai envie de frapper plus fort, j'ai envie de sauter plus haut, j'ai envie d'être costaud comme les gars que je vois dans les films de super-héros, justement, comme Bruce Lee et tout. Donc, on va mettre toute cette énergie-là dans l'apprentissage de tout ça, tu vois, tout le côté muscu, anat, physio, biomécanique et tout. Et hop là, petit à petit, c'est parti plus sur cet aspect. Vas-y, bah, je vais en apprendre plus là-dedans. Et j'ai l'impression que ça a un peu. Ça s'est fait naturellement, tu vois. Et à partir de là, il y a eu d'autres objectifs qui sont venus derrière. Je voulais devenir acteur, donc on m'a dit qu'il fallait que je commence à être mannequin. Donc en fait, toute cette énergie-là, elle est partie dans le sport, plus dans les photos, plus dans Ouais, c'est ce que j'allais te dire. l'atteinte de certains objectifs. Ouais. Et il n'y a pas un moment où je me suis dit, ah, ma colère de jeune a été transmutée. Mais c'est juste qu'il y a eu un peu bah, c'est un nouveau cycle, tu vois. Je sais pas à quel âge, mais juste un nouveau cycle de vie où vas-y, c'est cool si là on arrête d'être un gamin sur ça et on commence à construire des trucs de jeune adulte, tu vois. Et là, ça a commencé à bifurquer sur tout ce qui a fait qui je suis maintenant, donc on va dire la carrière un peu plus pro, quoi. En fait, c'est surtout la notion, il y a des catalyseurs qui permettent, sans qu'on s'en rende compte, de la transmuter cette énergie. Les arts martiaux en sont un. Ouais. Tu vois, ce que tu m'as dit sur quand tu as défoncé le mec avec le patin et tout, moi je suis non violent. Ouais. Tu vois, tu me connais, hein, mais là on se rend compte, on est très yeah, là, hippie style, tu vois, l'amour et tout. Mais d'un autre côté, j'ai remarqué l'année dernière à Bali qu'en fait j'avais énormément de colère. J'avais juste pas capté l'éventail que cette émotion, c'est des mots, hein, mais l'éventail qu'il peut prendre. Ouais. Notamment irritabilité, frustration. Ouais. Frustration, pour moi, ce bouillonnement, en fait, ce truc qui ne se voit pas, mais que quand tu es dans le corps de la personne et que tu es en mode, il n'y a rien, tu vois, mais tu gardes tout et en fait, ça bouillonne, ça bouillonne. Et ce truc-là, il est super puissant, mais en fait, il peut t'envoyer, à un moment donné, si tu le gardes trop, soit il crée de la maladie, il peut te faire tuer quelqu'un. Et je l'ai ressenti, moi, j'ai aussi une petite anecdote que j'ai partagée avec certains potes. Je faisais du MMA quand j'habitais à Paris, j'étais prof de sport, donc j'ai fait 3-4 ans. J'avais fait 2 ans de MMA à Paris. Et à un moment donné, je termine une session, c'était un moment donné où j'étais très chaud. Je m'entraînais avec mon coach, on tournait beaucoup, on faisait 10-12 rounds, haute intensité, changement de niveau. Donc j'avais du cardio, tu vois, et j'avais plus peur de prendre des coups. C'est bon, j'avais passé la première année, j'étais à la deuxième année, je tournais avec des mecs qui combattaient. Bon, ils étaient un peu cool avec moi quand même, mais ça combattait. Et je sors de la salle, j'avais laissé ma trottinette attachée à Fitness Park de Clichy, trottinette électrique. Je sors de là. Un frérot sur la trotte avec une clé à molette. Attends, je sors de là, la trottinette, forcément, elle n'est plus là. Je crois que c'était la première fois que je m'en faisais voler une. Et là, tu vois, je commence à être en mode, tout de suite réaction, en mode putain, elle est où? Donc je me dis, ok, comment on peut faire? Et là, je crois que j'avais un traceur. Ah non, c'était pas la trotte, pardon. La trotte, c'est une autre, c'était mon porte-monnaie. C'était mon porte-monnaie. J'étais allé me doucher dans les vestiaires. Et pendant que j'avais mis ma veste, pendant que je me douchais, je ressors et mon porte-monnaie, on me l'avait chourave. Donc même principe, sauf que j'avais mis un AirTag sur le porte-monnaie. Et je sors et tout, et je prends ma trotte, du coup. Je vois que le mec, il a bougé avec le AirTag. Je me dis, bon, faut que je le retrouve. Il commence à faire des paiements, donc je vois les applications sur ma carte, moins 40, moins 30 et tout. Je suis là, j'appelle mon coach de MMA, je lui dis, viens m'aider, frérot, s'il te plaît. On m'a chourave le portefeuille, là, je sais pas, mais le frérot, il est pas loin. Coach de MMA qui part en side quest. Lui, injustice. Yes. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans les sports de combat qui sont à fond contre l'injustice. Et lui, Maz, je te fais un bisou, je pense à ça, on avait eu cette discussion. Un frérot rempli d'amour, mais il te défonce la gueule. Et tu vois, toutes ces histoires qu'il m'a dit, dès qu'il voyait une injustice, il allait éclater les gens. Bref, je l'appelle, lui, forcément, il est en mode, je suis là, mon frérot. Donc, il prend ma trotte, on essaie de trouver l'endroit où il a mis les cartes. Et à un moment donné, on ne trouve pas. Et je lui dis, frérot, désolé de te faire perdre ton temps, je pense. Il a dû jeter la carte, il a dû jeter le porte-monnaie. Et là, le mec, il fait un dernier tentative de paiement dans un magasin, tu vois, à côté d'où on est.
Et là, je lui dis, écoute, vas-y, il prend la trotte, il y va en trotte, il passe d'un côté de la route, moi je prends l'autre côté en courant. J'avais le sac de MMA, la doudoune, et je finis par arriver devant un mec en courant qui avait 2 cartes bleues dans la main, dont une carte gold. Et moi, j'avais une carte gold Crédit Agricole, tu vois. Et je vois une carte gold, du coup, le mec, je l'arrête, je lui dis, excusez-moi, monsieur, on m'a volé mes cartes, est-ce que vous auriez pas vu quelqu'un d'être... Et là, le mec, il bégaye et tout. Je vérifie, en vrai, j'ai pas vraiment vu, mais j'ai vu qu'il avait des cartes. Réaction comme toi, automatique. J'espère que c'était lui. Hein. Oui, c'était lui. Okay. Clinch, genou. Je n'ai absolument pas contrôlé. Hein. Je m'étais jamais battu. Je m'étais jamais battu. Ouais, enfin, en dehors de la salle, jamais battu. Comme toi. J'ai même pas eu le temps de penser à Yassa qui monte. Ça a été instinctif en mode, ce mec-là ne doit pas partir. Ouais. Il m'a volé. Ouais. Il mérite que je lui nique sa mère. Tu vois. Et du coup, clinch, genou. Ensuite, je le grippe. Ouais. Je le mets au sol en mode lutte. Grand non-pas. C'est la suite de l'entraînement en fait. La suite de l'entraînement. Et là, ensuite, je sais plus ce qui se passe, c'était brouillon. J'ai envie de lui niquer sa mère et je me suis pas reconnu. Non. Parce que moi, j'ai pas l'air méchant. Moi non plus. Tu vois, on a l'air très gentil. Et je lui ai niqué sa mère. Je l'ai remonté. Il y a un gars, il a essayé de me prendre par derrière. Je lui ai dit, me touche pas, tu vois, genre, et j'étais comme ça. Et le frérot, j'avais envie de lui frapper à la tête. Il n'en pouvait plus. Il était là et il comprenait rien. Je lui ai dit, je sais plus ce qui s'est passé. J'ai récupéré mes cartes. J'ai dit appeler la police. La police, elle est venue. Voilà, c'est fin de l'anecdote, mais... Ouais, mais tu l'as vécu aussi. Une fois, ça m'est arrivé une fois, donc je vois ce que ça fait, je peux capter cette sensation où tu contrôles plus rien, mais c'est aussi à ce moment-là où je me suis rendu compte que c'est super important de savoir employer son corps pour réagir, parce que si j'avais pas été capable de faire ça, si je l'avais pas entraîné, en fait, j'aurais fait quoi? Non. Ouais. J'aurais juste fait, excusez-moi, monsieur, il serait parti en courant. Je dis que la pratique ultime des arts martiaux, la maîtrise ultime des arts martiaux, c'est de finalement jamais s'en servir. Et in fine, papy qui était grand maître de Kung Fu, c'est ce qu'il m'a toujours dit. C'est ça qu'il m'a toujours dit, on apprend, on sait se servir, mais on ne s'en sert pas, et c'est justement là où tu vois un maître. Et c'est pour ça qu'il me disait, lui il a appris toutes les... En tant que grand maître de Kung Fu, c'est pas un titre que tu ne le deviens pas en fait. Il y aura plus d'autres grands maîtres de ce style, hors lui. Et il me disait, il y a par exemple ces notions d'attaque sur les points vitaux qu'il a appris à personne, parce que personne n'était au niveau, pas pour les apprendre techniquement, mais pour ne pas les faire en cas de t'es un peu bourré, il y a un mec qui vient t'embrouiller, et bah tu lui fais pas un gros taquet dans la gorge avec une technique spécifique qui coupe la carotide instant. Tu vois. Et comme dit, c'est pas de la magie, c'est juste En fait, c'est juste qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est ça. Aussi bête et méchant. D'où le fait aussi que légalement, dès que tu passes la ceinture noire, tu es considéré comme arme blanche, ce qui est nécessaire parce que ça peut vraiment être mortel en fait. Bah, c'est ce que m'a dit mon coach, c'est que finalement, quand tu es combattant pro, tu deviens une arme. Tu deviens une arme, donc tu es responsable de comment tu utilises ton arme. Mais c'est bien d'avoir conscience de sa puissance. Ouais. Parce que vaut mieux être conscient de ta puissance et gérer l'utilité que d'être conscient de ton impuissance et de se sentir totalement démuni. Et là, tu réagis d'une autre manière à la vie, mais c'est aussi une réaction automatique. Donc, tu n'as finalement pas le choix, tu es dépourvu de choix. Et un des dictons principaux des arts martiaux, aussi peu importe lesquels, c'est aussi vraiment juste cette notion d'être utile, tu vois, être fort pour être utile. Donc, effectivement, à mon sens, un bon pratiquant d'arts martiaux, c'est quelqu'un qui l'incarne, et juste t'es là et tu vois sa posture, tu vois sa présence, tu ressens, et tu dis ok, avec ce gars-là, je sais que je vais pas tenter un truc de fou, je sais que... Il n'y a même pas besoin en fait de le sortir, c'est là, tu vois. Ouais. Mais en cas de besoin, tu peux être certain que ce mec-là, il peut carry, il peut protéger sa famille. C'est très important. Ça m'amène vers un autre sujet, mais il fait bien la boucle, c'est la notion d'utilité. Aujourd'hui, en quoi et comment tu te sens utile dans la vie? Bonne question. Bah, tu vois, ce qui est drôle, je ne t'ai même pas dit, mais hier, quand je suis allé voir le padre à l'hôpital avant-hier, je rentrais là de l'hôpital et je dézoomais. Je dis, mais aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai eu l'impression d'être très utile au monde, mais pas sur un plan public, médiatique et tout. Genre je suis personne, je suis juste un petit être humain qui vit sa vie. Mais j'ai rendu beaucoup de petits services aujourd'hui à des inconnus sans même me rendre compte. Et c'est un truc tout bête, mais tu sais, j'étais allé au paddle
à midi, et puis une meuf qui était là en mode ah merde, je dois partir, le train et tout, une étrangère qui parlait pas trop, qui était toute stressée. Je suis tranquille, je vais faire un détour, je vais te ramener et tout. Ça m'a fait plaisir, alors que tu connais la route, je te l'ai même pas dit, mais alors que la route, j'étais short en timing, j'avais 600 trucs à faire, mais j'ai fait une demi-heure de route en plus pour la poser, je vais tout expliquer, on a passé du temps, on a creusé, bref. Donc c'est juste un truc très humain, une interaction. Après, il y a le padré qui appelle à l'hôpital, viens me chercher et tout, c'était pas prévu, ok. Bon, padré, c'est normal, on y va. Et en sortant de l'hôpital, pareil, il y a une madame qui est là en mode mon fils, s'il te plaît, tu pourrais me déposer chez moi parce que le taxi c'est trop cher. En fait, t'as fait une journée taxi quoi. T'es un Uber. Et tu sais, moi j'ai ce truc très spontané. Pour moi, c'est une règle intrinsèque qui est que quand la vie, elle vient à toi, fais ce que la vie te demande. Tu vois, entre guillemets, quand tu sens que tu vois, c'est ok, c'est aligné et tout. Et cette journée-là, il y a eu autre chose où quelqu'un m'a sollicité pour un truc que, entre guillemets, j'ai pas le temps et normalement j'aurais dit non. Et il y a eu 3 sollicitations extérieures d'inconnus qui m'ont demandé des services. Ah oui, et c'est ça. Et sur la route, retour de... Juste après l'avoir déposé, je suis à un feu rouge et je vois un gars qui court sur un vélo à côté de moi. Je me dis, oulala, là, il y aura peut-être embrouille là. Et en fait, non, c'était un homeless qui est venu lui dire, frérot, s'il te plaît, là, j'ai trop froid, j'ai trop faim. Tu peux. Et le frérot, il était là sur son vélo. Et forcément, je suis la seule voiture à 2h du mat à côté. Il me regarde, je le regarde, on se regarde. Je baisse ma vitre, je dis frérot, bah tiens, j'ai que ça. Et je prends toutes les pièces que j'ai. Je dis que Dieu te bénisse, tu vois. Il me dit merci, mon frère, merci. Et je suis reparti. Et tu sais, du coup, j'étais sur la route, retour. Je me dis tiens, aujourd'hui, il y a eu plein de petits trucs utiles, tu sais, à mon échelle, tu vois. Ouais. Et donc bref, voilà, parenthèse fermée sur ça. Mais j'ai une règle, comme dit, toute bête qui dit dès que la vie elle vient à toi et que quelqu'un vient te demander quelque chose, si c'est dans la mesure de ce que tu peux faire là, même si ça te prend un peu de temps ou un peu d'énergie ou un peu de ressources, un peu d'argent, peu importe, si tu peux le faire, fais-le. Mais vraiment ce truc de faut que ça vienne. Et donc ça c'est un peu un mantra que j'ai personnellement qui rule my life. Mais sur un plan un peu plus large, je pense qu'avec la présence sur les réseaux, et le fait que je fais ça depuis 10 ans maintenant et que je tente tant bien que mal d'être le plus honnête, le plus authentique, le plus moi-même possible. Je sais que je suis loin d'être un master et un sensei comme mon papy, tu vois, en mode la posture parfaite, toujours les mots parfaits et tout. Mais je sais que de partager mon chemin et mon évolution et de où j'en suis, qu'est-ce que je comprends maintenant, qu'est-ce que je mets en place dans ma vie de tous les jours, que ce soit sur un plan très sportif. Regardez, j'essaie d'apprendre à danser alors qu'initialement c'est pas ce que je fais. Regardez, on fait un peu de musique parce que c'est important de savoir aussi détendre le cœur et tout ça. Regardez, je vais tester des trucs qui me font peur. Je vais apprendre à sauter en parachute, je vais grimper une montagne, on va aller sous l'eau et je me sors les doigts. Et bref, tout ce que je fais et que je partage, je sais que ça plante des graines chez tout le monde. C'est pour ça qu'il y a plus de, je pense en cumulé, environ 2 millions de personnes qui suivent plus ou moins régulièrement mes aventures. Je sais que ça plante des graines chez eux de il a fait ça, moi aussi je peux faire ça. Et ça, c'est vraiment le retour que j'ai le plus. Et c'est encore plus accentué depuis que j'ai commencé à être vraiment ouvert sur ma vie perso et sur les galères. Parce que pendant des années, je montrais forcément que ce que je pensais qu'il fallait montrer, c'est-à-dire que la partie est lumineuse. Regardez, j'ai réussi ça, j'ai envie de faire ça, on va faire du sport, regardez, on va faire du muscle. Allez, c'est parti, on est fort, vous aussi vous pouvez le faire. Et ça, c'est cool, mais il y a toute une autre partie que tu ne montres pas. Et à partir du moment où je me suis ouvert aussi sur les ombres, en fait, les gars, regardez, moi aussi, là, je suis en galère. Et moi aussi, là, j'ai mal au cœur. Moi aussi, je suis en plein deuil. Moi aussi, là, j'ai mal. Moi aussi, il y a des choses que j'arrive pas à gérer. Tu vois, il y a une rupture amoureuse, il y a un décès, il y a une blessure, il y a un éveil spirituel. En même temps, je comprends plus rien. Mais regardez, je suis toujours là. Et vas-y, je fais de mon mieux. Et même si je suis plus sombre que d'habitude, même si j'ai un peu perdu de ma lumière et de ce côté solaire qui me caractérise initialement, je suis toujours là et j'essaye de m'en sortir. Et depuis que j'ai ouvert cette partie-là de moi, waouh, la résonance que ça a fait et à quel point ma commu elle a changé. J'ai vu que j'ai perdu pas mal d'abonnés, mais j'en ai aussi gagné plein d'autres. Et je suis content d'avoir perdu ce que j'ai perdu, parce que s'ils captent pas ça, cassez-vous. Parce que moi, je veux des relations comme ça avec les gens qui me suivent. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de t'es au-dessus, il n'y a pas de... C'est que je veux que ce soit ce niveau-là, cette profondeur, cette compréhension, sinon rien.
Et j'ai reçu énormément de messages de gens qui sont là en mode oh waouh, merci de nous ouvrir sur ça parce que, enfin de nous ouvrir ta vie sur ça parce que du coup, en miroir, je sais pas, par exemple là, le padré qui a fait double AVC, qui est encore hospitalisé, le nombre de personnes qui m'ont raconté des histoires d'AVC qu'ils ont vécu eux-mêmes, leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, qui sont morts ou pas, et où ça leur fait plaisir de voir quelqu'un qui, on va dire, a publiquement réussi, qui en parle et qui traverse aussi ça. Mais je sais que c'est un message que j'ai reçu, je pense, franchement, des centaines, voire des milliers de fois de merci, open sur ça, parce que ça fait du bien, ça montre que tu gardes cette envie, cet élan de vie, même quand ça va pas, et je sais ce que c'est, et ça crée autre chose en fait. Ça montre qu'on est plus humain au sens réel. C'est quoi qui t'a amené à décider de te dire, bon, bah maintenant, j'accepte d'être plus open, d'être plus vrai? Un besoin d'authenticité intrinsèque. Tu te rappelles d'un moment où il y a eu un déclic, où ça s'est fait en mode vidéo après vidéo, ou discussion après discussion, ou vraiment est-ce qu'il y a eu un petit truc où maintenant c'est bon, maintenant je veux plus faire genre, ou alors je veux plus montrer que telle partie et montrer que tel Tristan, par exemple. Je pense que... attends, laisse-moi réfléchir. Je pense que pour moi, c'est plus venu de... Il y a plein de choses qui me passionnent, qui me fascinent, et que j'étudie en permanence, que je lis en permanence, que j'écoute en permanence dans mes podcasts et tout, et que j'avais l'impression sur lesquels j'avais l'impression de ne pas pouvoir m'exprimer réellement, j'avais l'impression que je devais presque cacher cette partie de moi, tu vois. Ne serait-ce que ma vie personnelle, par exemple, ma vie familiale. C'est pour ça que, en fait, j'ai eu besoin de créer une relation personnelle et honnête avec la communauté, comme si c'était un ami, la communauté. Et du coup, au même stade que je peux pas connecter avec toi si on n'est pas réellement honnête dans ce qu'on échange, à un moment, je me sentais limité avec eux aussi. Parce que j'étais là en mode, comment leur faire comprendre en fait que quand moi je me sors les doigts pour, disons, juste aller grimper le Mont Blanc sans expérience, pour moi, c'est plus que juste grimper une montagne. Parce que pour moi, en résonance, vis-à-vis de la vie que j'ai, et des traumas que j'ai eus et des blessures que j'ai eues, c'est presque une revanche sur la vie. Tu vois. Comment leur faire comprendre à eux que c'est beaucoup plus que « Eh, venez, juste on fait des trucs ». C'est vraiment « Eh, venez les gars, on vit ». Mais parce que aussi, la mort, elle a été toujours très proche de moi dans ma construction. La maman qui se suicide, le grand-père qui se suicide, la grand-mère qui passe away aussi quand je passe le bac, le grand-père qui m'a élevé qui passe du coup l'année dernière. Comment leur faire comprendre que pour moi je vis, pour moi mais aussi pour eux, tu vois. Ouais. En fait, je suis obligé de vous amener avec moi dans ces parties-là que initialement c'est un peu bizarre, c'est un peu tabou, c'est un peu cliché. Il y a eu plein de gens qui m'ont dit « Oula, mais c'est bizarre de parler de tout ça sur les réseaux, c'est des trucs que tu devrais garder pour toi et tout. » Et je l'entends, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui ont peur du jugement, et des gens qui ont peur de se faire pointer du doigt, et beaucoup d'ailleurs. Et du coup, juste moi, c'est venu naturellement de cette réflexion-là, enfin de cette, même pas réflexion, parce que réflexion c'est là, mais de cette sensation, ce sentiment de là, je veux aller deeper, je veux aller plus en profondeur avec la commune, et en fait c'est comme une relation avec un pote. C'est un moment, si tu lui dis jamais ce par quoi t'es passé, et ce qui te trigger, ce qui t'a fait mal, ce qui te touche, ce qui te rend sensible ou pas, votre relation elle va rester superficielle. Et moi je veux pas de ça, tu vois. D'où le fait que cette année et demie, les vidéos elles sont passées de quelque chose de très très mainstream à il y a 2 ans, je sais pas, j'expérimente un séjour en yacht de luxe, du moins luxueux au plus luxueux. Cette année, je vous emmène 7 jours avec moi en silence, sans activité, sans rien, ouais. à méditer tous les jours. Moins sexy. C'est ça, moins sexy, et sur un plan d'algorithme YouTube pur, où je vous parle de mon éveil spirituel, entre guillemets, parce que j'en ai besoin, tu vois. T'en as eu besoin aussi. Ouais.
as eu besoin à un moment donné de te Besoin. dire je peux plus le garder, quoi. Ouais. Faut que ça sorte. Ouais. Aussi. C'est ça. Je pense que tu es la seule personne qui, en tant que youtubeur, parce qu'à mon avis, il y a une identité qui se crée quand on devient connu ou qu'on nous a connus pour quelque chose aussi. J'en ai parlé avec différentes personnes, mais c'est vrai que ça peut être à un moment donné pas facile. De se retrouver, il y a une question d'identité, une question identitaire, ouais. Il y a aussi ça qui vient se mélanger dans tout ce que tu as vécu. Enfin, tu l'as bien expliqué, mais est-ce que tu penses qu'il y a d'autres personnes dans ton entourage qui aussi sont passées par là? Par une phase où il y a eu besoin d'authenticité. Un besoin de se redécouvrir aussi. Parce qu'on se redécouvre souvent quand on fait du contenu, mais il y a des gens qui vont garder la même strate. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense qu'il faut remettre les choses dans le contexte. Il y a des gens qui sont sur les réseaux parce que les réseaux, c'est leur business. Et un business comme Nike, ça tient sur une image de marque. Donc, tu peux pas, par exemple... J'ai eu le cas il y a vraiment pas longtemps en coaching, parce que j'ai un petit créneau Calendly Lead ouvert pour juste des gens qui souhaitent être accompagnés sur plein de points. Tu vois, ça peut être de YouTube à tous les autres points d'expertise que j'ai. Et j'ai eu un gars qui est venu justement en mode grosse réussite un peu sur tous les plans, mais qui est dans cette galère identitaire de en fait je suis beaucoup plus que juste l'image de marque que je me suis créée qui est autour de mon persona qui vient de, je sais pas si c'est du latin ou du grec, mais du mot persona qui représente les masques qu'on se mettait à l'époque quand justement on jouait des scènes de théâtre. Donc hop là je suis Dieu, et hop là je suis le diable. Donc des masques que en fait on a tellement vécu sur nos masques, au bout d'un moment, ça devient dur de les enlever, et beaucoup de gens s'identifient même à leur masque. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu enlèves le masque, soit parce que la vie, elle te le force, parce qu'il y a un décès, il y a une rupture, il y a une maladie, il y a un accident, un truc violent qui fait que là, tu te tais et vas-y. Il se passe quoi quand t'es plus ça, par exemple, pour un sportif? T'as eu le masque du performeur, du mec qui va au JO et tout, pendant 20 ans, tu t'es construit sur ça. Je suis une machine à faire, disons, je sais pas, force ou bodybuilding par exemple, même s'il n'y a pas de JO. Je suis un bodybuilder, je dois être le plus musclé, le plus fort, je dois soulever le plus lourd possible, je suis une machine, je m'identifie à la masse musculaire que j'ai et à la capacité que j'ai à pousser des gros poids. Je suis ça. Quand moi pousser fort, moi être haut. Quand moi être malade, moi ma valeur descend. Ok. Et ben, au bout d'un moment, cette identification-là, elle est tellement présente que pour cette personne, il est ce qu'il fait. Sauf que le jour où, par exemple, accident, tu te retrouves tétraplégique du jour au lendemain. Tétra, c'est peut-être gros, mais ne serait-ce que juste une rupture de ligament, ça arrive à tous les sportifs, tu vois, entre guillemets. Là, il y a un peu plus de problème, tu vois. Ok, qui suis-je quand je peux plus faire? Et souvent, le gap, quand tu retires le masque, ça fait un électrochoc qui est assez violent. Et je travaille beaucoup sur un autre plan avec ce qu'on appelle des plantes médecine ou les entéogènes, et on dit souvent sur ces plantes que quand tu expérimentes ces états de conscience élargis, en fait, les plantes, elles te montrent, les psychédéliques te montrent le gap entre qui tu es et qui tu penses être, donc ton masque. Et plus il y a un gap, plus ça va être violent l'expérience que tu vas vivre. Et à l'inverse, plus toutes ces phases elles sont intégrées. Tu sais que tu as des masques, mais tu les mets de temps en temps. Par exemple, demain je tiens un événement, j'ai 100 personnes en face de moi. Ok, je vais peut-être plus avoir ma posture de leader, mais c'est même plus un masque, c'est une partie de moi qu'à ce moment-là je décide de plus incarner parce que c'est juste le contexte qui fait que, tu vois. À l'inverse, en repas de famille, t'es qu'avec des anciens, tu peux reposer ça et tu vois, et simplement être quelqu'un d'autre, tu vois. Mais laisser une autre partie de toi plus prendre le dessus plutôt. Et pourquoi je te dis ça? Tac. La quête du faire. Ouais. Mais il y avait un raisonnement précis, j'ai perdu le pourquoi du comment. Mais tout ça pour dire que voilà, une fois qu'il se passe quelque chose qui te
qui te force à arrêter de faire Ouais. et te recentre sur qui tu es, le verbe être, l'être, littéralement, bah, qui es-tu? Et souvent, on le voit avec les sportifs, avec les entrepreneurs, avec les artistes, les gens qui sont vraiment driven dans un domaine. Artiste, tu vois, je pense à Riles. Ouais, on en a parlé. Entrepreneurs, ouais, il y en a combien des entrepreneurs qui sont devenus multimillionnaires, milliardaires et qui ont fait des dépressions de l'extrême qui, pour certains, les ont menés à se tuer. Et sportifs, pareil, on le voit tout le temps, des sportifs qui ont dédié leur vie à un truc et puis au bout d'un moment, soit même, ils ont l'objectif, il n'y a rien de mal qui se passe. Ils font les JO, ils gagnent les JO. Ok, c'est ce que tu veux faire depuis 20 ans. Là, tu l'as la médaille. Et maintenant, quoi? Qu'est-ce qui se passe maintenant que tu as eu ce que tu voulais? Ce masque-là, il voulait ça, ok, il l'a eu, bah, ok, tu l'enlèves et maintenant, quoi? Est-ce que tu pars pour un autre JO? Tu pars pour une autre quête? Ou est-ce que si tu te poses et que tu arrêtes de toujours être dans cette quête de croissance infinie et perpétuelle, il y a un moment où tu te dis, attends, qui suis-je quand je ne fais pas ça? Ah putain, en fait, peut-être que là, j'ai envie d'être posé. Peut-être que là, j'ai envie d'avoir un chat. Ah Peut-être que là, j'ai envie d'être auprès du feu avec ma femme et de construire une famille. Mais en fait, j'ai jamais pu conscientiser ça parce que j'étais toujours là à courir, croître. Et le truc, c'est que la vie, elle t'attend pas. Donc, pour cette personne-là, ce sportif de haut niveau qui a toujours couru après ça, et qui là est en train de réaliser qu'il veut construire une famille, par exemple, mais qui n'a pas pris soin de sa femme parce qu'il était dans son schéma de mec driven focus là-dedans, bah, soit il a une femme en or qui a compris le personnage et le persona, et c'est génial parce qu'elle le capte et vas-y, elle sait qu'à un moment il va se calmer et là ils vont pouvoir fonder, soit elle est déjà plus là en fait, parce qu'une relation ça s'entretient. Bien sûr. Et voilà, Ouais, on l'avait déjà en off un peu établi le sujet. Est-ce que tu as la sensation que tu t'es perdu dans une quête du faire, justement? Pas perdu, mais je dirais que ça a beaucoup driven ma vie pendant un moment. Ouais. Ouais. Parce qu'on là, on le dit en mode ça peut mener à plein de points négatifs, mais il y a quand même des points positifs Ah oui. à cette intensité. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire. Voilà. Bien sûr. Mais à quel moment, du moins, peut-être c'est devenu peut-être trop déséquilibré pour toi? Ou t'en as pris conscience? Est-ce que c'était l'année dernière? C'était peut-être un peu avant? Je pense que la notion d'équilibre, elle est tellement personnelle que ça va dépendre de trop de facteurs. Parce que pour moi, c'était mon équilibre. Pour toute ma famille, ça a toujours été trop, par exemple. Et en fonction de ce que toi, tu considères être la norme, bah, tu peux te dire, ok, c'est trop ou c'est pas assez. Tu vois. Pour moi, je sais que je me sentais bien justement dans cet équilibre, mais il y a des fois où je sentais que même dans cet équilibre où je me sens bien à faire, là, c'est trop de faire. Par exemple, quand je suis en train d'enchaîner les tournages et les montages et les projets et les interviews et les trucs de télé et trop de choses en même temps et que je dors 4, 5, 6 heures par nuit et que je fais que de manger des trucs on the go et que je sens que mon corps il est fatigué, que je me fais des petites blessures, des tendinites, des machins, que j'ai plus le temps d'aller au sport, que j'ai plus trop le temps de voir ma famille, que j'ai plus le temps de passer du temps avec ma meuf, que je vois pas trop mes potes, que je rate des anniversaires, que j'ai pas vu par exemple mes neveux et ma nièce pendant 3 ans, c'est véridique. Là, je dis, j'aime ce que je fais, mais j'avoue, ça prend beaucoup. Et ça prend moi j'appelle ça de mes PV, comme sur Pokémon. Des points de vie. Ça prend de mes PV en fait. C'est à un moment, tu vas le payer, que tu le veuilles ou non. De dormir 6 heures par nuit parce que tu as un projet, on le sait, factuel. Je crois que c'est 90% des gens qui dorment 6 heures par nuit, ils vont le payer d'une manière ou d'une autre. Il n'y a qu'un tout petit pourcentage qui échappe à cette règle parce qu'ils sont un peu gifted vis-à-vis du sommeil, mais tout le reste, on est tous fuckés. Tous les entrepreneurs qui sont là sous caféine, 500 mg de caféine, et encore si c'est que du café, tout va bien, mais si c'est pas des amphètes ou de la C pour d'autres, et qui font des millions, c'est cool, mais les frérots, si vous payez la dette avec un cancer à 31 ans, est-ce que ça en valait vraiment le coup, tu vois? Donc, je pense qu'il y a vraiment une notion d'équilibre à remettre en place, et je pense que c'est trop important de se fixer des objectifs et d'y aller. Un objectif pour moi, c'est c'est le point que tu mets sur le GPS. C'est l'adresse que tu rentres sur Waze. Ok, je veux aller à Paname d'ici. Voilà les options possibles. Voilà le temps que ça va me prendre. Voilà l'essence que ça va me coûter. Et ensuite,
il y a des gens, ils veulent aller vite, donc ils vont prendre la fast lane, ils vont payer, littéralement, ils vont prendre le péage, et ils vont arriver plus vite. Puis il y a des gens, ils veulent kiffer, enjoy the road, et ils veulent faire un road trip. Et ils veulent un peu se poser, et passer par des petits coins d'eau. Et donc ils vont y aller, ils vont aller à leur objectif, mais ça va peut-être être plus slow. Et peut-être que on the way, ils vont faire des rencontres, ils vont vivre des moments de vie méga impactants, Et ça, il n'y a que toi qui sais, une fois que tu as défini ton objectif, comment tu as envie d'y aller. Mais à mon sens, c'est important de savoir s'écouter et de savoir où est son équilibre. Et si ce que tu fais prime sur ce que tu es et sur ta santé, surtout on peut juste mettre ça en point numéro 1, et la santé, tu peux la sous-catégoriser sous tellement d'aspects. La santé physique, que tu prends soin du corps, du véhicule, du temple. La santé mentale, comment tu prends soin de ce cerveau sur un plan physiologique. Quel supplément tu prends, quelle bouffe tu manges, quelle méthode, j'ai pas envie de dire de thérapie, mais quelle méthode de détente tu fais pour calmer un peu tes pensées, tes fréquences cérébrales et tout. Mais tu peux aussi le voir sur un plan, même pas que physiologique, même émotionnel, parce que c'est un lien. Donc ok, qu'est-ce que tu fais pour souffler quand là tu sens qu'il y a trop, quand tu es overwhelmed. Qu'est-ce que tu fais pour justement toute cette rage et cette colère et ces émotions, la catalyser quelque part. Donc tu as la santé physique, tu as la santé mentale, tu as la santé émotionnelle, tu as la santé aussi spirituelle, l'air de rien. Qu'est-ce que tu fais qui te connecte à toi ou à plus grand? Ou est-ce que tu considères être Dieu ou le divin ou la source, l'univers, Allah, Jésus, Yahweh, peu importe tes croyances. Et si un de ces points ou l'ensemble passe après ce que tu fais, pour moi, il y a un moment où ça va fucker. Il y a un moment où tu vas le payer en fait. Juste faut en avoir conscience. Et peut-être que tu es dans une phase où tu sais que là, il faut vraiment que tu te sortes de la merde financièrement, donc il faut vraiment que tu fasses de l'oseille. Donc pendant 1 an, tu décides de sacrifier un peu de PV pour faire 1 million et ensuite payer ta dette plus tard avec ce que tu auras gagné de cette quête. C'est intéressant, de toute façon, les 4 piliers de la vie, c'est ce que tu as dit. Hein. Je pense qu'on va gentiment clôturer au fur et à mesure, mais dans l'idée, j'ai un ensemble de questions qui seraient super intéressantes. Vas-y. C'est, j'essaie de la centraliser. J'en ai une avant l'avant-dernière, c'est quoi l'importance du corps pour toi dans le processus qu'est la vie, sa place, et comment, tu as parlé des moments où peut-être on est tous des êtres humains, il y a des moments où tu es plus stressé, où la situation familiale ou la vie elle est plus dure. Qu'est-ce que tu fais pour réorganiser, pour décharger? Voilà, la place du corps pour toi. Ouais, c'est une bonne question. Et comment toi, tu décharges? C'est deux questions. À mon sens, le corps, c'est littéralement le... Je vais partir sur un niveau de complexité très simple et je vais aller de plus en plus profond. Si on part, tu parles à un enfant, le corps, c'est ce qui te permet de sentir. C'est ce qui te permet d'être là. Sans ton corps, tu peux pas être là. Donc tu vois, quand là, je te fais ça, tu le sens sur ton corps. C'est bien. Et il faut... Est-ce que tu as conscience de ce qui se passe quand je fais ça? Est-ce que tu as conscience de ce qui se passe quand je fais ça? Est-ce que tu as conscience de ce qui se passe quand tu fais ça? Ok, c'est la première étape. Si on va sur un niveau de complexité un peu plus profond, le corps, c'est ce qui nous permet du coup de ressentir tous les stimulus externes, mais c'est aussi ce qui nous permet de ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je ferme les yeux? Qu'est-ce que je sens dans ce corps? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des blocages? Quand je respire, d'où est-ce que je respire? Est-ce que je respire dans le bas-ventre? Est-ce que je respire dans la poitrine? Est-ce que je respire par la bouche ou par le nez? Est-ce que j'ai mal quelque part? Est-ce que mon corps est en train de me dire quelque chose? Mon genou, ça me fait chier cette position, je vais me mettre comme ça. Et quelle conscience tu développes avec ce corps? Niveau de complexité 3, à mon sens, le corps, je le considère comme un véhicule de prêt, d'emprunt. On le loue pour 80, 90, 100, Inch'Allah. 20 pour certains, mais on le loue. À un moment, on va falloir le rendre. Donc c'est un véhicule de prêt. C'est sponsorisé par Sixt ou Europcar, tu vois. C'est vraiment, tu loues ton corps là-haut et il faut en prendre soin. Et c'est le véhicule qui te permet d'accueillir ce que dans certaines conditions on appelle l'âme,
ce que dans d'autres, on peut appeler l'énergie vitale, le chi, chez les Chinois, le ki, chez les Japonais, le prana, dans la culture plus hindoue, mais l'énergie de vie, en fait. Cette chose qui habite ce corps. Parce que nous ne sommes pas ce corps. Ce corps, c'est ce qui permet de ressentir. Mais c'est le... J'aime cette phrase qui dit, c'est... human... We are like a spiritual light being in a human skeleton made of stardust... Poussière Stardust meat, tu vois. Ouais. Genre, bref, c'est incroyable ce corps, mais tout ça pour dire sur ce troisième niveau de complexité, c'est que ce corps, c'est le véhicule qui nous permet d'accueillir, on va dire, l'âme, pour faire simple. Et donc forcément, il faut l'honorer et le respecter sur tous ces aspects. Et même si on part un peu plus loin en capacité psychique, tu parles de médium, tu parles de gens méga connectus, des yogis, des grands maîtres d'arts martiaux, quoi qu'il arrive, tout passera par le corps. Donc à partir du moment où tu respectes pas, et tu honores pas ce corps-là, que ce soit dans comment tu le nourris physiquement avec la nourriture, comment tu le nourris intellectuellement avec les discussions que tu as, avec les gens que t'autorisent à être autour de toi, avec les programmes que tu regardes de télé, de news, ce que tu mets dedans, c'est littéralement ce qui va le fuel. Donc tu es obligé de faire attention à ce que tu mets dedans, au même stade que tu fais attention à ce que tu manges, tu dois faire attention à ce que tu rentres comme info là-dedans, tu dois faire attention à quel programme tu engrammes. On appelle ça, je sais pas la construction du mot, mais quand tu as un programme engrammé, c'est vraiment quelque chose qui s'est planté à un moment donné et qui souvent ne vient pas de toi, c'est peut-être une réponse traumatique à quelque chose que tu as vécu, c'est peut-être un truc qu'on t'a dit à un moment que tu as accepté de garder en toi et qui est là. Donc si toute ta vie, quand tu étais gosse, on t'a dit, quand je parle, tu te tais. Engrammage, moi, pas le droit de parler. Réponse corporelle. Réponse corporelle, moi, voilà, et puis réponse émotionnelle et psycho plus tard. Moi, pas trop avoir ma place, moi, pas trop m'exprimer, moi. Ça, c'est quelque chose qui est engrammé. Et donc, quoi qu'il arrive, comprendre que tout passe par le corps et que c'est important de prendre soin autant du corps physique, en faisant du sport, en mangeant bien, en dormant bien, en faisant de la récup et tout, mais aussi de ce corps sur un aspect plus large. Tu vois, les hindous, ils parlent souvent des koshas, des couches de corps qu'on a, et pour eux, il y en a beaucoup trop, mais tu as le corps physique, puis tu as le corps émotionnel, puis tu as le corps mental, tu as le corps causal, tu as le corps éthérique, tu as le corps astral, et on est tellement complexe en fait, que pour revenir à ta question, tout passe par le corps, et on est obligé de le capter. Et c'est la base par laquelle on capte tout ce qui se passe. Ouais. Et encore plus que le corps, je dirais même revenir à la respiration. Tu vois. Ouais. La respi, c'est peut-être... si on prend la pyramide vraiment de ce qui nous permet de vivre, c'est ni manger, ni boire, ni avoir un abri qui nous permet de survivre, c'est respirer. First step. Donc, pour tous ceux qui écoutent ça, comment déjà revenir au corps ? Ok, fermez les yeux ou regardez un truc et juste concentrez-vous sur votre respiration. Qu'est-ce qui se passe dans votre respi là ? À quel point vous avez conscience de votre respiration et de capter que la respiration, c'est le seul outil conscient qu'on a qui permet d'influencer l'inconscient, donc notre système nerveux autonome, nos différents systèmes nerveux, notre fréquence cardiaque, notre tension. Si tu comprends ça, tu te dis ok, peut-être ça peut être intéressant de travailler sur son souffle et qu'en fait... c'est peut-être le meilleur moyen que j'ai de toujours revenir au corps. Je suis d'accord. Respiration Anapan. Exact. Comment tu l'honores du coup, ton corps ? Comment tu l'honores ? Comme je dis, ça va avec toi. Tout ce que je viens de dire. Ouais. Respirer. Ouais. Pour moi, c'est un ensemble. Tout ce que tu as dit, c'est ce que tu fais au quotidien en fait. Ouais, c'est ce que je m'efforce de faire. En fait, ça passe par comprendre ce qui lui fait du bien et ce qui le heurte. Je tourne juste la question. Essaye. Pas comment tu l'écoutes. Ah, c'est deux questions totalement différentes. Je sais où ça va aller. C'est plus intéressant d'aller sur ça. On en avait parlé un peu. C'est plus subtil, c'est plus personnel. Pour
clôturer comment tu l'honores, tu prends tout ce qui te fait du bien sur un aspect santé, mental, physique, émotionnel, et tu le fais. Point barre. Pour aller sur la question, comment tu l'écoutes, ça c'est autre chose. Comment tu l'écoutes, je pense pas qu'il y ait de règle universelle, mais personnellement, ce que je fais, c'est que j'apprends vraiment tu sais, la méditation, on dit que c'est pas une pratique, c'est pas d'être assis comme ça, mais c'est vraiment un état. Et c'est un état où tu es au contact de ce qui est, pas au contact de ce que tu fais, mais au contact de ce qui est. Donc quand tu es là et que tu fermes les yeux, tu prends simplement une respire, qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce qu'on en est? Et là, si j'ai ma jambe tendue là-bas, c'est parce que mon ligament qui a pété il y a 1 an et demi, il me dit il faut que je sois là-bas. Donc j'écoute simplement ce truc qui me dit là, tu tends ta jambe, même si ça rend moins bien, même si t'as une chaussette rose qui est en plein dans la. Je m'en pète un rein, tu vois. Là, mon corps dit ça, devoir être tendu. Et en fait, c'est juste développer, à mon sens, une écoute et une sensibilité de ce que ce véhicule nous demande en permanence. Et plus tu travailles sur ça, plus au début ça peut être un peu flou, mais plus tu vas développer cette boussole, plus ça va devenir chirurgicalement précis de si moi manger ça, moi va avoir mal au ventre pendant plusieurs heures. Moi pas manger ça, évident. Tu vois. Si moi boire ce liquide, alcool, moi être un peu oula pendant quelques heures. Peut-être good quelques fois dans l'année pour des soirées, ok. Mais flemme, on va pas mettre ça dans notre organisme tout le temps. Donc c'est vraiment développer cette conscience de soi, parce que le corps fait partie de nous, à travers une relation qu'on développe, on va dire, entre notre psyché et notre corps. Donc l'ensemble de ce qu'il y a à l'intérieur du corps, tous nos mécanismes de conscience, on peut dire, et ce que le corps est. Et voilà, simplement travailler sur cette relation. Et à mon sens, un des meilleurs tips que je peux donner, c'est juste de prendre quelques moments dans la journée. Ça peut être un seul moment, ça peut être 3 respis, donc c'est pas long, tout le monde a le temps. Moi je le fais tous les jours, tous les matins et tous les soirs, tu me vois même le faire à chaque fois qu'on mange. Je prends toujours 3 respirations à un moment où j'ai envie de juste revenir 100% dans l'instant présent. Je l'ai tatoué juste là, Now, du Power of Now qui m'a vraiment impacté. Et ça pour moi c'est comme un bouton, tu vois, j'appuie dessus. Et là je prends 3 respires, toujours les mêmes, toujours j'inspire par le nez. Ça passe par le ventre, ça remplit les côtes, ça passe par la poitrine. Je ouvre par la bouche. Le plus longtemps possible, j'essaie de voir dans quelle mesure ma cage thoracique elle se dilate. Et en fonction du volume d'air que je suis capable de prendre, je sais à peu près où j'en suis sur un niveau d'énergie physique. Parce que là, j'ai besoin de dormir, est-ce que j'ai besoin de me reposer, est-ce que je suis prêt à aller faire une séance de sport ou quoi, mais ça c'est très personnel. Je prends ces 3 respis et pendant ces 3 respis, soit je suis comme avant de manger, c'est juste une forme de prière, de remerciement de putain, on a de la chance d'avoir ce repas-là. Soit c'est vraiment un scan corporel de ok, où est-ce que j'en suis là quand je ferme les yeux, que je suis au contact de ce qui est, quand je suis au contact de mon corps. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai besoin de quelque chose? Est-ce que j'ai besoin de me poser? Est-ce que j'ai besoin d'être avec quelqu'un ou est-ce que pas du tout? Là j'ai besoin d'être un peu seul. Est-ce que j'ai besoin de respirer? Est-ce que j'ai besoin de boire? Est-ce que j'ai besoin de manger? Est-ce que j'ai besoin d'un massage? Est-ce que j'ai besoin de mettre une paire de chaussettes parce que le bout de mes pieds il est froid? Est-ce que j'ai besoin de changer de vêtements parce que je sais pas, je me sens pas à l'aise dans ce truc? Et c'est tellement subtil. Et c'est pour résumer une écoute subtile de soi-même. Je vais basculer sur la dernière, comme ça on peut clôturer, mais juste pour rebondir sur ce que tu dis quand même, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas appris à faire de manière naturelle, qui nous est imposé avec les années, à nous, c'est-à-dire notre corps nous impose de le réécouter. Exactement. C'est ce qu'on peut définir, enfin, que toi tu as pu vivre, que moi j'ai pu vivre aussi par un trop plein d'informations qui arrivent d'un coup, parce qu'en fait ces informations-là, elles ont toujours été là. C'est juste qu'on n'était pas soit en mesure, soit dans la bonne posture pour les accueillir et leur donner de l'espace. Et donc du coup, souvent, quand on dit des choses aussi simples, pour pas mal de personnes, ça peut paraître assez simple, mais c'est... Je pense pas. Je pense qu'ils captent. Je pense qu'ils captent, mais il y a aussi, ça peut, pour des personnes notamment qui ont laissé, j'en connais plein, qui ont laissé de côté les émotions et les stimuli du corps pendant longtemps en soupape, ça peut paraître en mode dur. Dur de s'asseoir, dur de prendre contact, mais c'est ok. Tu vois, ça se fait petit à petit.
Mais je pense que c'est quand même, malgré tout, voilà, la culture de ce qu'on dit, c'est que le corps, il est le centre, il est la clé, il est la porte, c'est l'espace où tout se Tout passe. se passe. C'est l'espace où tout se passe. C'est littéralement ce qui fait qu'on est incarné ici, en fait. Sans ce corps, tu n'es pas là. Et Donc, je pense que c'est dit, on le partage. Mm. Après, voilà, ce sont nos idées, mais c'est notre expérience de la vie. Et mon cher Tristan, pour finir ce petit échange, c'est quoi la vie pour toi, du coup? Et là, en renouvelant ce cycle-là, cette transition, avec tout ce qui s'est passé, que tu as déjà partagé, pas partagé, ce qu'on a dit là, comment tu veux la vivre, cette ce nouveau cycle ou cette nouvelle phase? Avec quelle intention, avec quelle volonté, comment, c'est quoi la vie et comment tu veux la vivre à partir de maintenant? Quand tu vas loin into the rabbit hole de la spiritualité, entre guillemets, je pense que quand tu finis vraiment le jeu, t'en reviens à des trucs extrêmement simples. Et t'en reviens à une sorte de conscience et de présence presque enfantine dans la vie de tous les jours. Et quand je dis enfantine, ça veut pas dire être un gamin au sens pas éduqué, qui crie partout, qui pleure et tout, mais c'est être un enfant dans l'émerveillement que tu as de tout. Un enfant, tu regardes un enfant agir, en fait, tu le mets n'importe où, bah, il va toujours trouver quelque chose à faire, il va jamais s'ennuyer, même s'il dit qu'il s'ennuie, en vrai, il n'est pas en train de s'ennuyer parce qu'il y a plein de trucs tout est nouveau tout le temps, il a toujours envie de tout toucher, de tout goûter, de tout expérimenter, de tout sentir, et il vit vraiment j'appelle ça moi par factory setting, il est arrivé comme ça, en réglage d'usine prédéfini. Et donc, à mon sens, on a tellement à apprendre des enfants dans quelle mesure ils nous apprennent ce qu'est réellement vivre. Dans quelle mesure, quand ils jouent, ils sont 100% en train de jouer avec rien, avec un bonhomme, un Playmobil et un dragon. Mais dans leur tête, c'est jamais un Playmobil et un dragon. Non. Dans leur tête, là, il y a des explosions. Le dragon, c'est même pas de l'IA, il est en 4D, il vole quand il fait... Là, tout est en feu, il sent du feu dans sa main, le gosse. Et pourquoi on a perdu ça? Pourquoi on a perdu cet émerveillement, cette imagination, cette présence et aussi cette expression des sentiments? Gosse, quand il est content, tu le vois. Quand il n'est pas content, il va au sol, il pleure, il tape. Il donne tout. Il sort tout. Il s'exprime. Et puis 2 minutes plus tard, 2 minutes plus tard, pardon, 5 minutes plus tard, peut-être 10 minutes plus tard, une fois qu'il a tapé et pleuré, il se lève. Et puis ça y est, il retourne jouer. Ouais. Il a exprimé ses sentiments. Il les a pas gardés refoulés comme un ado névrosé ou un adulte à qui on n'a pas appris à le faire. Et après, ça devient des gens... qui sont comme ça dans cette société, qui sont malades ou dépressifs ou à qui on a interdit d'être qui ils sont. Et en fait, ils ont tellement à nous apprendre sur comment être et comment vivre et comment agir, que ce soit sur ce point de l'émerveillement, sur ce point de l'expression des sentiments et des émotions, que ce soit sur leur légèreté et leur joie de vivre et d'être. Regarde comment c'est léger un enfant, hein, comment... Bref. C'est léger, en fait, de tout. Et pour répondre à ta question, moi, le but pour moi de cette année, jusqu'à la fin de ma life, c'est de revenir à cet état enfantin avec cette conscience d'adulte, mais simplement revenir à ce niveau où quand je ris, je ris, mais vraiment. Quand je joue, mais vraiment. Quand je pleure vraiment. Quand je suis en colère vraiment, mais je sais avec ma conscience d'adulte tout catalyser ça, et donc on va plus mettre des high kicks. C'est ça qui est beau. C'est vraiment cette âme d'enfant dans cet esprit d'adulte qui a été forgé aussi par les épreuves de la vie et qui a conscience et qui a aussi toutes ces connaissances-là qui vont lui permettre de pas non plus agir comme un enfant. Il y a un cadre quand tu es énervé au boulot, tu vas pas te mettre par terre à taper. Non, par contre, tu vas peut-être sortir, prendre l'air, fermer les yeux, faire une respi de physiological sight par exemple. Ok, c'est bon, je peux retourner dans la pièce avec ces trous du cul, tu vois. Et donc c'est adapter ça, mais le but pour moi c'est vraiment de retourner à cet esprit-là, cette âme d'enfant dans ce corps d'adulte, et de rajouter de la vie, de la joie, de la présence, de la légèreté dans tout ce que je fais,
dans le but d'être le plus en paix possible. Ça, c'est la paix, pour moi, c'est the ultimate goal. C'est la forme finale du succès. C'est pas l'oseille, c'est pas les muscles, c'est pas le body count, c'est vraiment dans quelle mesure quand tu es là, maintenant, tout de suite, quand tu fermes les yeux, tu es en paix. Même si tu es en fauteuil roulant, même si il y a des, entre guillemets, problèmes dans ta life, dans quelle mesure tu es quand même en paix et tu es en acceptation totale de tout ce qu'il y a et tu sais que tu fais toujours de ton mieux. Et tu cultives cette paix et cette présence comme ton magnifique samouraï, là, tu vois. Dans quelle mesure, même face au dragon, tu es capable d'avoir cette posture de méditant. Et pour clôturer, on dit qu'un bon méditant doit savoir méditer sous les bombes, au sens où, justement, travailler son assise, travailler sa posture, travailler son yoga, sa méditation passive, ça ne sert pas juste à être là et à un moment donné fermer les yeux et faire un post Instagrammable en mode regardez, j'ai médité, c'est cool. Mais ça sert à cultiver cet état de présence où quoi qu'il arrive, t'es en paix et t'es ok, même quand on est en train de t'embrouiller, même quand au travail ça va pas, même quand t'es stressé et t'as peu dormi, sous les bombes en fait, même dans le métro, dans quelle mesure tu réussis à être là, être en pleine présence et être en paix. C'est le même rapport qu'on avait fait par rapport aux arts martiaux et la capacité à se défendre, la capacité à se détendre. Ouais, exactement. C'est une compétence qui se travaille. Qui se travaille. Ok. On clôture, c'est bon. C'était de belles paroles. Wise, super deep. T'as vu, j'ai pris une posture plus chill, bro. Je me suis mis dans mon assise, j'ai dit, laissons-le dérouler. Je vais l'aiguiller du mieux que je peux. Moi, quand tu me laisses dérouler, ça déroule. J'espère que j'en aurais pas perdu trop avec mon raisonnement, mais je pense que ça le fait. Si vous avez apprécié là, je fais le youtubeur. C'est toi qui as l'habitude. Fais-le pour moi, vas-y. Tu veux que je le fasse pour Fais-le pour moi. Qu'est-ce que je dois dire? Ladies and gentlemen, si vous avez kiffé cette vidéo, vous savez comment ça se passe. On compte sur vous pour mettre un petit like sous cette vidéo ou sur Apple Podcast ou sur Spotify. Je ne sais pas où ce sera. Mais en tout cas, il y a un bouton quelque part où vous pouvez soutenir. Vous pouvez mettre un petit commentaire, 5 étoiles quelque part, un like, un partage à quelqu'un que ça pourrait aider ou inspirer. Et on se retrouve sur l'Insta de Prod by Ismaël, sur la chaîne YouTube de Tristan. Yo! Pour de nouvelles aventures, peut-être. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Ouais, dites-nous. T'es le boss, tu fais ça bien. Bro. Merci le frère. Merci le frère. Allez. C'était un plaisir. C'était cool. T'es bon, hein? Tu mets les gens à l'aise.